Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du vendredi. Tous deux invités du rendez-vous Maghreb-Orient des livres à Paris, organisé avec l'IREMO, conflit israélo-palestinien ou placer la paix sur la carte. Rendez-vous à partir de 12h55 avec le cartographe palestinien Khalil Tafakji, auteur de 31 degrés nord, 35 degrés est, à la découverte entre diplomatie américaine et colonisation israélienne. Pourquoi l'espoir recule, espoir d'une paix durable et d'une solution à deux États. Mais d'abord, la saga moyen-orientale de l'écrivaine Joumana Haddad, notre première invitée, auteure déjà de J'ai tué Scheherazade, puis du retour de Lilith et de Superman est arabe. La revoilà avec le livre des reines chez Actes Sud Jacqueline Chambon, un ouvrage paru à la rentrée dernière. À travers le destin de 4 femmes, elle nous raconte une autre histoire de la région et des conflits qui l'agitent depuis plusieurs générations. La grande table. Olivia Gesbert. Poète, écrivaine, journaliste, militante pour les droits de l'homme et des femmes, Joumana Haddad, bonjour. Bonjour. Kaya est la mère de Kana, la grand-mère de Kadar et l'arrière-grand-mère de Kamar. 4 femmes, 4 destins. C'est un carré d'âme que vous avez écrit dans ce livre. Dans ses veines coulait le sang épais de l'insoumission, de même qu'une liqueur addictive nommée douleur. Écrivez-vous à propos de la première femme que vous nous racontez, Kaya. Est-ce qu'en fait, en parlant d'elle, vous posez tout de suite le point commun entre toutes ces femmes ? Je crois que oui, bien que je n'ai jamais décidé de créer des personnages féminins aussi forts. Je crois que ça m'est venu naturellement parce que déjà, autour de moi, et dans ma propre histoire et dans l'histoire de beaucoup de familles du Moyen-Orient, il y a cette résilience malgré toutes les souffrances qui ont été imposées aux femmes arabes et aux femmes moyen-orientales, malgré toute l'injustice qui est le motto d'une société patriarcale qui considère la femme comme un être secondaire et qui la traite ainsi. Et donc, il y a eu immédiatement cette volonté inconsciente de dire à travers les personnages de ce livre cette force qu'elles ont. Et vous l'écrivez, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai rêvé d'écrire ce roman pour lui rendre hommage à votre grand-mère, mais je n'en ai jamais eu le courage. C'était comme plonger dans un volcan en activité, un saut pour lequel je manquais de préparation ou peut-être de volonté. Alors pourquoi maintenant ? Parce que pour quelques raisons mystérieuses, j'ai éprouvé cette urgence alors qu'on peut ressentir juste avant qu'il ne soit trop tard. J'ai plongé. On va plonger avec vous dans l'histoire de cette 4 femmes dans ce monde à la fois de souffrance où l'insoumission, la rébellion n'est pas absent. L'histoire commence sur le mariage de Kaya avec un homme qu'elle n'aime pas. L'amour, c'est pour les vivants, répète-t-elle toujours. Des fiançailles arrangées, mais au fond, ça lui va. L'amour signifiait interdit, l'amour signifiait la perte. Cette reine de carreau, elle serait aussi résiliente, énigmatique et sacrificielle. C'est votre grand-mère maternelle qui a inspiré cette première figure ? Oui. En fait, ma grand-mère maternelle était arménienne et au moment du génocide, elle avait 3 ans. Elle a pu survivre, mais elle a perdu presque toute sa famille. Et elle a pu tenir pendant quelques dizaines d'années, mais à mes 7 ans, elle s'était suicidée. Et du moment où je l'ai découverte par terre, morte, j'avais, je crois, entrepris l'écriture de ce roman. Parce que c'est mon 15e livre, mais je n'étais jamais prête. J'ajournais toujours cette confrontation avec cette douleur qui n'est pas uniquement la sienne, mais qui est aussi celle de ma mère, la mienne, et celle des générations futures qui viennent après moi. Parce que malheureusement, ou bien heureusement, les plaies
elle s'hérite d'une génération à l'autre. Moi, j'ai pu la transformer ou les transformer en une force créatrice, en une énergie de résistance. Mais malheureusement, ni ma mère ni ma grand-mère ont eu ce privilège et donc elles ont dû juste résister psychologiquement à tous les coups qu'elles ont reçus, mais elles n'ont pas pu vraiment transformer ça en quelque chose de concret. Et c'est donc un hommage que j'ai voulu rendre non seulement à ma grand-mère maternelle avec qui je n'ai pas cessé de parler depuis le jour où je l'ai découverte morte, mais aussi à ma propre mère et à beaucoup de femmes dans ma région du monde qui payent très cher le prix d'être née femme et le prix d'être née dans une géographie aussi maudite. Voilà, parce que c'est la question qu'on se pose. Quel drame va l'habiter dès sa naissance, votre grand-mère, qui expliquerait ce geste en 77, quand vous aviez 7 ans, ce suicide? Est-ce que c'est celui d'être femme, ce drame intérieur? Est-ce que c'est celui d'être arménienne? Est-ce que c'est plusieurs identités ou choses ou facteurs, raisons à la fois? Femme arménienne, pauvre, ayant perdu beaucoup plus d'être aimée qu'il ne doit être permis pendant une seule vie. Et donc, c'est tout un concours de circonstances et je dirais, de caractéristiques ou de cartes qu'elle a reçues à la naissance sans les avoir choisies, mais qui ont quand même transformé sa vie en un calvaire continu. Et donc, pour moi aussi, c'était important, dans une culture comme la mienne, où le suicide est toujours un grand tabou, et où il est considéré comme une marque de faiblesse, de dire combien un geste pareil requiert de la force et du courage. Et donc, sans faire pour autant l'éloge du suicide, mais il faut beaucoup de force de caractère pour décider de s'en aller. Pour ces 4 femmes, pour ces 4 dames, pique, carreau, trèfle et cœur, vos reines, dans ce livre, Joumana Haddad, est-ce que vous diriez que le jeu était faussé dès le départ, qu'elles ne pouvaient pas gagner, malgré leur volonté? Oui, c'est ce qu'on appelle en général le destin. D'ailleurs, on me demande souvent pourquoi j'ai choisi les 4 reines du jeu de cartes pour les introduire à ces 4 femmes. Et il y a 2 raisons. La première est le fait que lorsque j'étais enfant et qu'il y avait la guerre à Beyrouth, elle a éclaté quand j'avais 5 ans, j'ai passé la plus grande partie de mon enfance dans les asiles, voyant mes parents et mes voisins, quand ils ne parlaient pas de politique, jouer aux cartes. Et ça m'embêtait toujours que la carte du roi était plus forte que la carte de la reine. Je n'arrivais pas à comprendre, avant d'être complètement, exposée à cette culture ou à ce système patriarcal qui gère l'état des lieux dans ma partie du monde, mais ça m'embêtait, ça me frustrait, ça me mettait en colère. Et donc, dès que j'ai conçu la structure de ce livre avec ces 4 générations de femmes, je me suis tout de suite souvenue de ces 4 reines que le roi essayait d'abattre coup après coup. Et donc, voilà. Et on pense tout de suite aussi à la nouvelle de Pouchkine, La Dame de Pique, adaptée à l'opéra. Adaptée à l'opéra par Tchaïkovski. Votre reine de cœur, à vous, c'est Kadar. Elle a un peu votre âge dans ce livre. Elle est la petite fille de Kaya. Elle a besoin de changement. Elle veut aimer, divorcer, comprendre. Je ne sais pas si vous croyez à cette notion de destin que vous avez évoquée. Elle, son destin est censé être guidé par l'émotion. Est-ce que vous pensez, Joumana Haddad, que tout destin guidé par l'émotion est forcément un destin perdu, un destin fragile ? Non, pas nécessairement. Je pense qu'il y a une grande partie d'hasard dans ce qu'on appelle destin. C'est-à-dire, c'est comme si on donne l'exemple du mariage. Quand on fait un mariage d'amour, on n'est pas nécessairement voué au bonheur, ni au malheur. Quand on fait un mariage de raison, là non plus. On sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Et c'est là cette cruauté
du monde, c'est la cruauté d'exister, de l'existence même. C'est que quoi qu'on fasse comme choix dans notre vie, on peut jamais garantir un meilleur futur. Mais au moins, il faut qu'on ait le choix. Malheureusement, ces 4 femmes n'avaient pas beaucoup de choix. Et moi, j'ai toujours lutté pour qu'une femme ait au moins ce qui est un droit fondamental, mais qui, chez nous, est un luxe, c'est-à-dire la possibilité ou la capacité de choisir. Mais vous laissez, dans votre vie à vous, place à l'émotion. Vous n'essayez pas de les contrôler ou de les maîtriser toujours, ces émotions? Ça dépend. Je suis une femme passionnée et donc je suis toujours en feu, que ce soit dans mon travail ou dans mon écriture ou dans ma vie personnelle. Et quand je me critique, j'accepte cette partie de moi parce que je ne peux pas concevoir être en vie autrement. Dans le jour où Nina Simone a cessé de chanter, coécrit avec Mohamed Kassimi, la comédienne syro-libanaise Darina Al-Joundi interroge, elle, la liberté, liberté sexuelle, amoureuse, liberté d'être et d'avoir, de croire ou de ne pas croire. Pour les femmes aujourd'hui, souligne-t-elle, la liberté a encore toujours un prix. Et on le retrouve à travers aussi vos héroïnes, ce poids culpabilisateur qui pèse sur leurs épaules. Elle est née 2 ans avant vous, à Beyrouth, Darina Al-Joundi. On l'écoute. Je ne suis pas encore terminée avec cette guerre, parce qu'il y a des choses dans notre corps qu'on ne peut plus contrôler. Ça y est, c'est fini, c'est dans nous, en nous, pour le restant de notre vie. Parfois, j'ai des bouffées comme ça, de larmes ou d'angoisse que je ne peux jamais expliquer, sauf que c'est les résidus qui vont rester là, quoi. Voilà, on entend dans cette voix, celle de Darina Al-Joundi, qui s'exprime là comment la guerre aussi marque les corps, hein, pas simplement les esprits. Avec vous, on voit qu'elle marque aussi les mots. Vous l'écrivez, comme la plupart des enfants de la guerre, son vocabulaire et sa vision du monde étaient largement influencés par des termes militaires, envahir, occuper, se rendre et surtout combattre. À propos de cette héroïne, Kadar, dans votre roman, dans la rue, lors du premier réveil du peuple libanais après l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri, elle aussi, elle manifeste, elle descend et elle s'exprime. La guerre, celle que vous avez aussi connue puisque vous avez grandi dans un Liban en guerre, elle a laissé des traces partout dans votre vie, dans vos mots, dans votre corps, dans votre esprit? Oui, évidemment, c'est incontournable. Mais je dois dire qu'il y a aussi les guerres des femmes qui m'ont précédée. Parce que les souffrances ou bien la douleur ou les angoisses, elles ne sont pas que dans notre mémoire. Elles font partie de notre ADN. Et il y a beaucoup d'études scientifiques à ce sujet. Donc même si oralement, il y a des gens qui ne transmettent pas nécessairement les histoires de la souffrance, comme par exemple ma grand-mère, elle ne nous a jamais parler de sa propre souffrance. C'était toujours tu. Mais elle nous a transmis en quelque sorte ces déchirures. Et donc, évidemment, cette guerre m'a beaucoup marquée. Grandir pour un enfant... voir un cadavre en allant à l'école, ça ne doit pas être permis. Là aussi, c'est quelque chose d'absolument scandaleux et d'inacceptable, mais c'est comme ça. Et pour moi, c'est complètement normal. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, oui. Je l'ai d'ailleurs raconté dans mes livres précédents. Et donc, ça m'a marqué dans mes mots. Et j'ai toujours essayé, en quelque sorte, de me débarrasser de ce poids, mais j'ai découvert récemment, et surtout avec l'écriture de ce livre, qu'il ne s'agit pas de nous débarrasser de cette souffrance parce que c'est impossible. Mais il s'agit de la dompter. Moi, ma façon de la dompter, c'est l'écriture. Mais vous diriez que vous pratiquez une écriture réparatrice ou une écriture de combat? Non, de combat. Je ne crois pas à l'écriture réparatrice. Ça peut être parfois un dégât collatéral de l'écriture, cet exorcisme, mais c'est trop difficile pour quelqu'un comme moi. Ça l'est encore aujourd'hui. Au diable notre région du monde, hypocrite, meurtrière, lâche, injuste, peut-on lire aussi dans votre livre des reines, Joumana Haddad.
C'est le cas pour cette région marquée, ce melting pot maudit nommé Moyen-Orient, comme vous l'appelez aussi, puisque vous repartez du génocide des Arméniens de 1915 à aujourd'hui, vous racontez un siècle de souffrance, de violence et de haine à travers ces 4 figures de femmes, hein, ce Moyen-Orient comme une terre tragique, mais pas seulement. 30 ans après la guerre civile, il y a un soulèvement sans précédent au Liban. Dominique Kédé, qui est écrivaine, elle aussi, nous a rendu visite autour de cette grande table en novembre dernier. Elle était de retour de Beyrouth, où vous vivez, Joumana Haddad. Elle nous disait qu'il ne s'agissait pas dans cette révolution d'une guerre confessionnelle, encore une, mais d'un vrai soulèvement collectif contre les classes dirigeantes, contre un système où pour la première fois la jeune génération et les femmes jouent un rôle prépondérant. On a les femmes qui, alors en tous âges, les têtes voilées ou têtes nues, toutes générations confondues, sortent avec des voix totalement intactes. Quand je dis intactes, c'est-à-dire qu'elles parlent dans un micro comme on parlerait à un ou une amie intime. Il y a une intimité, il y a une humanité du témoignage qui n'est prisonnière d'aucune catégorie. Ce qui fait une atmosphère à la fois de gravité et de fête, les deux en même temps. Et dans ce pays qui est le pays du paradoxe par excellence, c'est-à-dire où tous les contraires se côtoient en permanence, les manifestations ont été cela. Elles ont été la fête et elles ont été un cri de révolte et de colère extrêmement fort, uni. Alors, il y a une inquiétude énorme. D'abord, nous savons tous qu'il ne suffit pas d'être d'accord sur ce que l'on ne veut pas pour construire un pays. Qu'est-ce qui se joue en ce moment au Liban pour vous, Joumana Haddad? Je dirais tout. J'ai 49 ans. Et j'ai vécu 49 ans de désespoir, de déception, l'une après l'autre. Parce qu'à chaque fois que moi et d'autres osaient croire à un changement quelconque, surtout de ce système confessionnel pourri, qui fait que nous nous concevons, même quand nous n'y croyons pas, en tant que membres d'une confession, au lieu de nous concevoir comme des citoyennes et des citoyens, et qui empêche surtout l'égalité et la dignité des gens. Chaque fois, j'ai été déçue. Mais là, je ressens et je veux un espoir qui est vraiment étanche au désespoir. J'y crois, je le vois. Maintenant, on a un gouvernement qui va pas durer. On va tout faire pour qu'il ne dure pas, parce que c'est un gouvernement qui est lui aussi généré par cette même classe politique corrompue. C'est un gouvernement qui est complètement dirigé directement et indirectement par Hezbollah. Et donc, on ne va pas arrêter de lutter, on ne va pas arrêter de continuer cette révolution. Ça va prendre du temps, surtout pour changer aussi la façon dont les Libanaises et les Libanais se conçoivent. Ça fait trop longtemps qu'on leur dit que vous êtes contraires. Là, Madame Hédé a parlé des contraires. Le fait de nous concevoir comme contraires dans une même terre, déjà, c'est une forme de résistance à l'union. Il ne faut plus nous penser comme ça. Chacun de nous a le droit d'avoir ses choix et ses goûts et ses croyances qui sont différentes de l'autre, mais ça ne veut pas dire que nous sommes contraires. Ce nouveau gouvernement, avec ce Premier ministre, Hassan Diab, nommé le 21 janvier dernier, doit quand même répondre à une crise économique qui est extrêmement forte au Liban, hein, qui dévore aussi le quotidien de tous les Libanais actuellement. Si ce gouvernement n'est pas légitime à vos yeux et aux yeux de nombreux contestataires aujourd'hui, comment faire pour s'en sortir et reconstruire quelque chose sur cette contestation? Parlant de la crise économique qui est évidemment très grave, le gouvernement ne sera pas, ce gouvernement n'aura pas la possibilité de relever le défi, parce qu'il est le produit de ceux qui ont créé la crise économique. Et donc, on va être coincé dans le même cercle vicieux. Et c'est pourquoi nous réclamons un gouvernement fait de personnes capables et indépendantes qui soient
en dehors de ce jeu de portions. Parce que le gouvernement et même toute la vie politique, le pouvoir, en quelque sorte, est conçu au Liban par les gens qui le possèdent comme un gâteau. Et chacun veut un morceau ou deux morceaux selon la répartition du pouvoir. Et on doit en finir. Vous dites cette chose très belle dans ce livre, Joumana Haddad, le livre des reines. Vous dites que vous en avez trop vu pour pouvoir presque habiter simplement ce monde, mais visiblement pas trop vu pour arrêter de croire qu'un espoir est permis de changer les choses. Avec Joumana Haddad, on est ensemble jusqu'à 12h30. Pour l'heure, il est 12h22 sur France Culture. Silhouette digne et lancée, comme le jeune phare sur la jetée, tourne et tombe à ses pieds, alambiqué son déhanché, mariage de sable et de sang chaud, hispanique de miel et d'épices et sa peau magnétique. Beyrouth, Beyrouth, me perdre dans tes pensées. Beyrouth, Beyrouth, un cèdre, le monde entier. Vivre au cœur d'un chantier, au gré des compteurs électriques, à chaque rue son café, son identité politique, conflit d'intérêt jusqu'en outre-Atlantique. Les mains sales sont un détail d'ordre pratique. Beyrouth, Beyrouth, me perdre dans tes pensées. Le chanteur français Cyril Mokayesh à la une de l'actualité musicale aujourd'hui avec cet album Retour aux sources de son histoire familiale Paris-Beyrouth et ce titre Beyrouth. Sur cet album, il a accueilli de nombreux artistes libanais, du pianiste Bachar Mahalifeh, des actrices ou encore un musicien comme Ziad Saad pour une collaboration et un album qu'il produira aussi sur scène. Ce sera au Trianon le 3 mars à Paris, à Lyon le 19, à Toulouse au Rex le 25 mars. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Une grande table avec l'écrivaine libanaise Joumana Haddad à l'occasion de la parution de son livre des reines chez Jacqueline Chambon Actes Sud et aussi de sa présence ce week-end au rendez-vous Maghreb-Orient des livres à Paris organisé avec l'IREMO. Libanaise, arménienne, syrienne, palestinienne, si vous êtes un peu tout ça, un peu ces quatre femmes réunies, aussi celle de votre roman, vous êtes de la génération de Kadar, on le disait. Et comme elle, on imagine qu'en lisant plus jeune Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott au cinéma en ce moment. Vous vous êtes identifiée plutôt à Jo, la rebelle, la garçonne perchée dans ses lectures à longueur de journée. Dans le livre, vous racontez que le père de Kadar disait « L'école est obligatoire, mais les vrais professeurs, ce sont les livres ». Votre père aussi, vous répétez souvent ça ? Oui. Évidemment, c'est de lui que j'ai appris à apprécier la lecture parce qu'il m'a accompagnée dès mon plus jeune âge et il me cherchait des livres et ensuite je me suis plongée dans sa propre bibliothèque et j'ai lu les livres qu'il ne voulait pas que je lise et c'est ainsi que non seulement j'ai pu survivre, mais aussi j'ai appris à rêver, à vouloir beaucoup plus que ce qui m'était disponible à ce moment-là, assez dur de ma vie. Il travaillait dans une imprimerie. On imagine qu'il ramenait à la maison le soir des livres, mais aussi l'odeur de l'encre ou celle du papier. Est-ce que vous avez acquis de ces années-là, vous, un rapport presque charnel à la page
évidemment. Qu'est-ce que vous éprouvez dans cet acte aussi, pas simplement d'écrire vos pensées, mais de noircir une feuille de caractère d'imprimerie ou d'encre de votre C'est un écriture? rapport très sensuel. Et d'ailleurs, j'ai une bosse, on appelle ça la bosse d'écrivain. À force d'avoir un rapport très intense avec l'écriture, je serre un peu trop le crayon en le tenant dans la main. Mais c'est surtout, j'ai surtout retenu cet amour du livre en papier. Parce que bien que je voudrais bien adopter l'air des temps et lire parfois en Kindle, surtout quand je voyage, mais rien pour moi ne peut remplacer le plaisir d'avoir un vrai livre entre les mains. Voilà, vous n'êtes pas passé à la tablette. C'est pour votre recueil d'entretiens avec 13 grands noms de la littérature mondiale et contemporaine en compagnie des voleurs de feu. Il y a quelques années, vous aviez notamment rencontré Peter Handke, qui vient d'être consacré d'un prix Nobel de littérature, controversé, mais mérité pour vous? En tant qu'écrivain, oui, mais sa position m'a beaucoup choquée. Sur la Serbie, hein? Oui. 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 L'entretien... Malheureusement, parfois, les écrivains nous déçoivent en tant qu'êtres humains. Il y a de très grands écrivains qui ont eu des positions politiques et humaines très décevantes. Mais vous dites, comme pour le cinéma, il faut faire la part des choses entre l'homme et l'œuvre. Moi, j'en suis incapable. J'ai tendance À tout mélanger. À tout mélanger, oui. Dans ce recueil, vous parliez de l'entretien comme d'un genre littéraire, d'une confrontation. C'est un mot que vous avez déjà employé à une ou deux reprises depuis le début de notre entretien. Ici, vous parlez pour ce livre, le livre des reines, d'une biographie familiale inventée. Il n'y a pas de genre littéraire pour vous institué, Joumana Haddad. La littérature reste le dernier espace de liberté. On peut tout faire? On peut tout faire, on peut tout mélanger. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai toujours mélangé les genres dans mes livres. J'ai écrit des essais avec de la poésie dedans, de la fiction avec des essais, c'est du théâtre avec de la poésie. Et donc, je crois que c'est ça. L'écriture, c'est la liberté. Et donc, on ne doit pas juste nous limiter. C'est comme... si nous nous limitions comme des êtres humains à être ça ou ça, alors qu'il faut surtout apprendre à nous débarrasser de ces étiquettes. Merci beaucoup à vous, Joumana Haddad. Le livre des reines, roman traduit de l'anglais par Arnaud Biel, apparu à la rentrée dernière chez Jacqueline Chambon, Actes Sud. Je rappelle donc qu'on vous retrouvera pour 2 rendez-vous au Maghreb Orient des Livres à Paris, pour ceux qui y sont. Merci beaucoup à vous. Merci Olivier.